Mesdames, Messieurs, merci de choisir ITV pour vous informer. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, dans l'actualité élection locale, audit du fichier électoral, 32 recommandations formulées par la société civile pour une meilleure gestion du fichier électoral, des recommandations d'ordre politique, juridique et technique sur la question. En atelier s'est tenu ce matin. Vous entendrez le compte-rendu signé Mamadou Dia. Et puis, retour sur l'incendie à Takamulfoot et Simap, les pertes enregistrées estimées à plus de 6 milliards de francs CFA. Le ministre du Développement industriel et de la petite et moyenne industrie était sur les lieux. Vous entendrez également Moustapha Diop dans cette session d'information. Dans ce journal, vous aurez la rubrique hebdomadaire Réussir au Sénégal. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait de Mamia Sinba, une dame qui a choisi d'abandonner sa carrière d'assistante de direction avec un contrat à durée indéterminée CDI pour s'investir dans l'entrepreneuriat. La rubrique hebdomadaire Réussir au Sénégal qui porte la signature de Mam Seynabou Babou. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. D'abord, accident mortel dans la région de Kaolack. Un bus en provenance de Kolda s'est renversé à l'entrée de Gamboul-Tchungu, à quelques kilomètres de la commune de Gandiaye. Le bilan fait état d'un mort, 7 blessés, dont 2 graves. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Adam Assar. Après l'incendie qui a ravagé les usines Takamulfoot et à Simap, le ministre du Développement industriel et de la petite et moyenne industrie était sur les lieux. Selon Moustapha Diop, les pertes enregistrées sont estimées à plus de 6 milliards de francs CFA. Le ministre que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Sek. Un incendie qui a ravagé sur son passage les 2 usines, à savoir Takamulfoot et Simap. Nous rendons grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont incommensurables comme vous venez de le constater. Je suis venu au nom de son Excellence le Président Macky Sall et de tout le gouvernement pour exprimer notre compassion et notre soutien au directeur général M. Cheikh Ahmed Tidiane Sy de Takamulfoot et au directeur général de Simap. Je voudrais leur dire que nous sommes très sensibles à leur situation et nous ne ménagerons aucun effort pour les soutenir durant ces périodes très difficiles, surtout pour leur permettre de reprendre très rapidement leurs activités. Vous savez que le gouvernement est dans une perspective de création massive d'emplois, donc nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de voir ces 2 usines qui emploient pratiquement pas moins de 200 travailleurs permanents fermer boutique. Donc je vais rendre compte fidèlement à son Excellence le Président de la République de ce que je viens de voir ici. Et je suis sûr que le Président va donner les instructions aux administrations qui sont interpellées dans le mémorandum que nous venons de recevoir pour qu'ils puissent réagir de manière conséquente. Élection locale de janvier 2022 pour une meilleure gestion et organisation du fichier électoral. Un atelier de partage a été organisé à l'initiative de la société civile. Lors de cette rencontre, 32 recommandations ont été formulées, des recommandations d'ordre politique, juridique et technique. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Mamadou Dia. L'intérêt de cet atelier était d'identifier les points faibles du fichier électoral. La société civile partage les recommandations de l'audit. C'était pour nous de la société civile de diagnostiquer les recommandations issues de l'audit du fichier électoral afin d'y apporter nos observations, nos remarques et nos commentaires, afin également de définir une stratégie de leur mise en application. La société civile a formulé 32 recommandations. Les auditeurs rassurent, ces recommandations sont faites dans l'objectif d'une amélioration.
si vous regardez bien les recommandations, beaucoup de ces recommandations n'impactent pas tellement le fichier. Quand on vous dit que il faut chercher un système miroir pour qu'il n'y ait pas de rupture de service. Quand on vous dit qu'il faut acquérir un module de reconnaissance faciale, c'est pour davantage renforcer l'identification, etc. Donc il y a beaucoup de recommandations qui ne mettent pas en cause la fiabilité du fichier, mais qui améliorent le processus électoral. Les gens ont souvent tendance à confondre fichier électoral et processus électoral. La société civile est en phase avec la CEDEAO et les auditeurs sur la question du parrainage. Sur le parrainage, je crois que les recommandations ont fait des propositions pertinentes qu'il faut analyser et que nous avions fait auparavant. C'est ce qu'on appelait, nous, le parrainage à la carte. Donc, nous sommes en phase avec les propositions, les recommandations faites par les auditeurs. Ces recommandations vont également dans le sens de prendre des dispositions permettant aux détenus non encore jugés de s'inscrire sur les listes électorales. Les articles L31 et L32 doivent être revus dans le fond et la forme ou tout simplement être supprimés. La société civile dit rester sur les principes. Mamadou Dian, et puis colère des habitants de Diamniadio Sud Extension. Ils ont manifesté pour dénoncer, disent-ils, le manque d'infrastructures. Ces habitants accusent des agents de la commune de morceler dans l'illégalité les espaces publics. Babacar Sek. Les résidents de Diamniadio Sud Extension se considèrent comme les parents pauvres de la commune. Ils accusent des agents de la mairie de Diamniadio de bradage sur le foncier avec le morcellement d'espaces réservés aux équipements publics. Les morcellements récurrents et agressifs des espaces réservés aux équipements publics par les agents de la municipalité à des fins exclusivement personnelles. Le remblayage et le morcellement par les agents de la municipalité du marigot qui devait servir de bassin de rétention des eaux pluviales de toute la zone, causant ainsi des inondations dans la commune et à la hauteur de la route nationale numéro 1. Le problème des 70 parcelles attribuées par la mairie de Diamniadio, dont certaines déjà habitées, que des personnes venues d'ailleurs réclament en brandissant des délibérations datant de 2000 de la communauté rurale de Yen. L'assainissement fait défaut à Diamniadio Sud selon les populations qui demandent l'extension du réseau de la Seine-Eau. Nous, habitants de Diamniadio Sud Extension, exigeons l'arrêt immédiat et sans condition par les agents de la municipalité du morcellement des espaces verts réservés aux espaces publics, aux équipements publics. La mise en opération d'un système durable d'assainissement. 6. Le bitumage et le pavage des rues et voies d'accès au quartier. 7. L'extension du réseau de Seine-Eau pour un accès universel des populations à l'eau potable. L'instauration par la mairie d'un dispositif de ramassage des ordures ménagères. Interpellés, les autorités municipales de Diamniadio ont promis de répondre aux accusations du collectif des habitants de Diamniadio Sud Extension dans les plus brefs délais. Babacar Sek, au banc des accusés, les agents de la commune se lavent à grande eau. Aaron Ngom est le directeur des services techniques de la mairie. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais apporter des précisions par rapport à cela. Il ne s'agit nullement de marigot. En réalité, il s'agit donc de carrières abandonnées. Et effectivement, la collectivité avait bel et bien compétence pour procéder à ce lotissement-là. Pour ce qui est des espaces verts, effectivement, il y a eu des espaces verts qui ont été morcelés. Moi, personnellement, ils m'ont à un moment donné interpellé. Donc pour me dire qu'il y a des espaces verts qui sont en train d'être morcelés au niveau du lotissement de Diamniadio Sud Extension. Personnellement, j'ai envoyé des agents pour qu'ils enlèvent les bornes, parce que la commune de Diamniadio n'est pas auteur de ces morcellements. En tout cas, s'il y a un élément de la mairie qui est auteur de ces morcellements-là, moi, je n'en suis pas informé, parce qu'il faut que ça soit très clair aussi. J'ai envoyé par 2 fois de suite des agents pour qu'ils aillent enlever les bornes. Mais également, je leur ai demandé, si d'aventure, il y a des bornes qui restent là-bas et que mes agents n'ont pas enlevé, d'y procéder immédiatement. Donc, en tant que directeur de service technique, je n'ai jamais été instruit par le maire de la commune de Diamniadio, ni par qui que ce soit, d'aller procéder au morcellement d'espaces verts. Mieux, il y a même des travaux qui ont été démarrés là-bas. J'ai instruit
les agents qui dépendent de mon service d'aller non seulement arrêter les travaux, mais également d'enlever les bornes tout bonnement. Donc pour ça aussi, j'aimerais que ça soit très clair. Pour ce qui est de la voirie, il s'agit d'une extension de lotissement. Cette zone-là, elle n'est pas moins importante que les autres. Maintenant, dans la périphérie, on a un programme actuellement qu'on est en train de voir comment faire pour dérouler. Parce qu'avec l'aide de partenaires comme la DGPU, on est en train de voir comment faire pour aider donc les autres quartiers et leur extension. La lancinante question de la gestion du foncier au Sénégal et les litiges au menu d'une journée de réflexion. Lors de cette manifestation, il a été également question de la situation de Yen. Une rencontre organisée par le mouvement Djalawa Autrement et Mieux, le porte-parole du mouvement que je vous propose d'écouter. Il s'appelle Massogi Chandoum, il est au micro de Babacar Sek. Yen aujourd'hui est menacé parce que Yen se retrouve aujourd'hui entre deux ports. Le port de Sendou, Bagni, et le projet du port de Ndayan. Alors que 90% de la population vivent de la pêche artisanale. Comment nous allons pouvoir vivre avec ces ports? En plus de ports, il y a la plateforme pétrolière qui se trouve au large de Yen. Comment les pêcheurs traditionnels vont pouvoir travailler avec tous ces bateaux, toutes ces infrastructures autour de nous? L'État du Sénégal est attendu pour nous donner des réponses, pour nous dire quelles sont les alternatives qui sont prévues pour que les populations de Yen, les populations de Djalaw puissent continuer à exercer leur travail dignement, sans être menacés, sans être exclus, sans être expropriés. Nous avons besoin que nos enfants, que nos fils et nos filles aussi habitent dans le territoire de Yen. Mais les pôles urbains aussi, aujourd'hui, constituent une menace pour nous. Nous attendons aussi l'État pour que l'État nous dise, avec ce projet de pôle urbain, quelle est la part du territoire de la commune de Yen qui sera réservée pour l'habitation des populations de Yen. Ça aussi, nous l'attendons et c'est un élément fort qui est sorti dans le diagnostic. Pendant ce temps, des indemnités, voilà ce que réclame le collectif des commerçants du marché Tcharoy, impacté depuis 2016 par les travaux du train express régional TER. Ces commerçants veulent être relogés. Pour se faire entendre, les membres du collectif comptent organiser une marche. Le compte-rendu est signé Mamadou Lamine Fatija. Ñun ay jafe-jafe la ñuy dund TER bi yàq na yóbbu nañu TER yàq na suñuy place suñu liggéey doxatul lañu marché bi ñu préfet dugal place yi fi nekk waa marché bi ñu ngi koy nangu. Les commerçants du marché Tcharoy impactés par le TER sont à bout de nerfs. Ils veulent continuer à réclamer le recasement. Ce n'est pas tout, ils veulent aussi être indemnisés. Actuellement, on vit des moments très difficiles quand même. Dans ce marché-là, les gens qui n'ont pas encore reçu leur argent quand même, au niveau de l'APIX, depuis 2018, même il y en a des gens qui sont depuis 2016, qui n'ont pas encore reçu leur paiement au niveau de l'APIX quand même. C'est pour cela qu'on a voulu faire une conférence de presse pour parler avec eux, pour que les autorités nous entendent quand même. Ces commerçants ont voulu tenir une manifestation pour étaler leur colère. Face au refus de l'autorité, ils ont fait face à la presse avec un message clair. Ils promettent de ne pas reculer d'un iota. Nous voulons quand même refaire les choses quand même. La demande quand même d'autorisation d'ici la semaine prochaine pour mener notre combat quand même. Les impactés du TER du marché Tcharoy ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Selon eux, une plus grande manifestation sera organisée d'ici peu pour encore élever la voix. Mais depuis lors, rien n'est marché. Rien n'est marché quand même. On vit les mêmes choses. Donc avec la situation de ce marché, bientôt les saisons de pluie. Donc il n'y a pas de, il y a pas de porte ni des endroits qu'on pourrait quand même faire notre travail. Donc ça sera très difficile au moment de saison de pluie là. Depuis des années, les commerçants du marché Tcharoy impactés par le TER courent derrière une indemnisation. Fatigués d'attendre, ils menacent d'envahir les rues. Mamadou Lamine Fati, bientôt les problèmes d'électrification et d'accès à l'eau potable seront un souvenir pour les villages de la zone de Keur-Momar-Sarr. Une assurance du maire de la localité, il l'a dit lors d'un meeting de remobilisation. Nous écoutons à présent le compte-rendu signé Momar Alisnia. Le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, par ailleurs maire de Louga, était l'hôte de Keur-Momar-Sarr, où il a été accueilli en grande pompe par une foule nombreuse.
Le meeting qui s'est tenu dans la localité a été l'occasion pour les populations de revenir sur certaines préoccupations qui, selon le ministre Moustapha Diop, seront prises en charge par le chef de l'État. Nous connaissons les problèmes de Keur Momar-Sarr, que ce soit l'électrification ou le problème d'accès à l'eau potable. Le président Macky Sall a déjà pris des engagements forts pour résoudre ces problèmes. Si Dieu le veut bien, tous les villages seront électrifiés et auront accès à l'eau potable. Très rassuré, le maire de Keur Momar-Sarr garantit une victoire éclatante à l'Alliance pour la République aux prochaines joutes électorales. Monsieur le ministre, ñaar du jële fi Macky du la fi jële carte du la fi jële yet du la fi jële. Monsieur le ministre, soyez rassuré, vous n'allez pas quitter le pouvoir ni à cause d'un bâton, ni à cause d'un bulletin de vote. Nous allons gagner les 3 prochaines élections, que ce soit les locales, les législatives et même la présidentielle. Soyez rassurés. Nous sommes prêts. Élection législative, bu amaan gannaaw suba, dañu ko gagné jox la tek ko solo nga jox ko l'école président de la République. Avant de quitter Keur Momar-Sarr, le maire de Louga a appuyé les groupements féminins de la localité à hauteur de 2 millions de francs CFA. Momar Alice Niang, l'Assemblée générale de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, la pomme de discorde entre les boulangers, un collectif national pour la défense des intérêts des boulangers, a vu le jour, ce pour faire face à la FNBS, Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Rappelons que l'Assemblée générale est prévue le 26 juin 2021. On fait le point avec Goranda Klou. En prélude de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal prévue au mois de juin, le collectif pour la défense des intérêts des boulangers élève la voix et dénonce la démarche de l'actuel président de la FNBS. Ben boulanger mun la wax président Amadou Gueye ci ni la ma taxawé manam bépp lo gis mu koy dox xamal ne xaalis mo ci génn financement bu jógee ci DER wala financement bu jógee bureau mise à niveau wala sax mom sax jaaykatu. Le président Amadou Gueye n'a absolument rien fait dans ce milieu. Il ne veut que pour ses intérêts et malheureusement l'État n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dans ce secteur. Amadou Gueye utilise la FNBS pour développer son business. C'est lui seul qui reçoit d'ailleurs les financements octroyés par l'État et il passe tout son temps à manipuler l'opinion. Raison pour laquelle j'interpelle tous les boulangers à faire face à ce tyran qui dirige la FNBS depuis 25 ans. Waruñu seetaan benn yoon diko bàyyi président Amadou Gueye mu diko yàq ndax boulanger dafa am solo ndax loo xam ne dina plus de 60 000 boulangers am ñi ngi ci di liggéey ci secteur bi ay di am ay serviteurs yu toll 60 000 serviteurs ci liggéey am emploi bu am solo boo xam ne indirectement la boobu emploi bu am solo état waru ko bàyyi ci loxol koo xam ne intérêt personnel am kese ci lay xëy Ainsi, le porte-parole du collectif pour la défense des intérêts des boulangers évoque un manque de transparence au sein de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Ko yalla xiré mu bëgg dem ay assemblée générale yo xamné dafa war am le 26 juin dañu bëgg mu. L'Assemblée générale prévue le 26 juin prochain doit se tenir dans les règles de la démocratie. Les cartes de membres doivent être disponibles à temps sur l'ensemble du territoire national et l'État doit arbitrer l'AG. À cet effet, Khadim Silla et compagnie alertent et invitent l'État du Sénégal à réagir face à leur situation. Nous lançons appel média bi ak état bi ñu am nek arbitre manam président Amadou Gueye. Nous invitons l'État à prendre ses responsabilités car la vente des cartes de membres concerne tous les boulangers du Sénégal. Amadou Gueye ne doit pas détruire ce secteur générateur d'emplois. Bindu si su bis ba ñu woté ci téwayu état képp ko xamné état boulanger joxon sa baat nga mën leena taxawal. Face à la presse, les membres du collectif pour la défense des intérêts des boulangers fustigent la latitude d'Amadou Gueye qui, selon eux, ne veut que pour ses intérêts personnels.
Gorandaklo, accusé de vouloir paralyser le secteur de la boulangerie, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal minimise et parle de sabotage. Amadou Gaye menace de porter l'affaire devant les tribunaux. Je propose de l'écouter au téléphone de Moustapha Gabar Diop. Il dit que nous allons passer à une assemblée générale le 26, c'est archi faux. Ça c'est un. Ensuite, cette personne-là, ce collectif-là, ces gens-là ne sont pas membres de notre association. Si c'était des membres qui cotisaient, là, je pourrais m'assurer une réponse. Parce que ceux qui sont dans nos organes savent ce qui se passe réellement dans notre association. Des gens qui n'ont jamais de carte de membre de notre association. Des gens qui sont dans d'autres organisations, à savoir la RBS. Donc, c'est des personnes qui veulent saboter la fédération, mais ça ne passera pas. S'ils continuent comme ça, c'est devant les tribunaux qu'on sera. Parce que le problème, c'est très simple. C'est des personnes frustrées qui ne respectent aucunement la réglementation dans ce pays-là, au niveau de la boulangerie. Ils veulent passer par ce détour parce que nous sommes une fédération qui exige le respect de la réglementation. Demande-lui s'il a déclaré tous ses boulangeries. Demande-lui s'il a déclaré ses ouvriers. C'est ces gens de personnes-là qui doivent sortir de notre secteur. C'est ce combat-là que nous menons. Maintenant, ils passent par détour. Ils ne sont pas des boulangers. La Fédération nationale des boulangers compte plus de 300 membres sur les 1800. Donc, on n'est pas là pour représenter les 1800 boulangeries de ce pays-là. Quelqu'un qui se dit boulanger, membre de la fédération, doit avoir une carte et assurer ses cotisations. Dans notre statut, si vous ne cotisez même pas au bout de 6 mois, vous êtes exclus. Donc, ils ne sont pas membres, ils n'ont jamais de carte de membre. Comment ils peuvent m'interpeller sur la gestion? Le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, à l'instant au téléphone de Moustapha Gabar Diop. Et puis, célébration aujourd'hui de la journée mondiale du lait, prétexte pour ITV pour parler des difficultés que rencontre la filière lait au Sénégal. Le lait du Sénégal fait face à la concurrence européenne. Le coordonnateur du programme durable des exploitations pastorales du Sahel, PEDEPS, prône le développement de la chaîne de valeur Gorobei que nous écoutons au téléphone de Abdourahman Lisha. difficultés majeures, il y a beaucoup d'études. Depuis 10 ans, il y a beaucoup d'études qui tracent les difficultés majeures. Et en général, pour tout ceci, il y a des services aux communautés qui sont là au niveau local. Je donne l'exemple du Centre national d'amélioration génétique qui est là, qui peut conduire des programmes d'insémination artificielle de grande envergure. Il y a aussi, une fois l'amélioration génétique assurée, qu'il y a des industries qui sont là, qui peuvent soit acheter le lait, le transformer. Il y a aussi les technologies qui sont développées au niveau de la recherche avec l'ITA. Il y a aussi le service d'appui conseil. Nous sommes mardi, deuxième jour de la semaine, également deuxième numéro de la rubrique Fenêtre d'Afrique. La Gambie à l'honneur aujourd'hui et c'est pour parler de la fin des travaux de la commission Vérité et Réconciliation, la correspondance de Amadou Barija. Bonsoir à tous. Oui, clap de fin pour la commission de réconciliation mise en place ici au lendemain de la chute de l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Pendant 2 ans, la commission a enquêté sur tous les crimes, les abus des droits de l'homme commis dans le pays durant le règne de Jammeh, c'est-à-dire de 1994 à janvier 2017. Alors, ce sont près de 400 personnes qui ont défilé devant la commission. Parmi elles, les victimes, bien sûr, les bourreaux, beaucoup ont été entendus, des accusés, des proches de l'ancien président, des témoins aussi ont été entendus, ou bien des proches de victimes ont été entendus pour comprendre comment on est parti d'un putsch quand même sans coup férir en juillet 1994 qui a abouti à un régime, l'un des régimes le plus répressif sur le continent. Alors aujourd'hui, la commission a une lourde tâche de remettre maintenant, de rédiger son rapport et le remettre au chef de l'État. Et celui-ci doit statuer pendant les 6 prochains mois. Alors l'Association nationale des victimes a bien sûr réagi aux conclusions
aux conclusions des activités de la commission durant le week-end. Elle a salué son travail acharné pendant les 2 dernières années. Un travail qui a quand même rythmé la vie des Gambiens car ces activités étaient retransmises, ces auditions étaient retransmises en direct par les télévisions locales. Alors, aujourd'hui, l'une des grandes préoccupations de l'Association nationale des victimes, c'est quand même, rappelez-vous que la Gambie est dans une année électorale. La présidentielle est prévue en décembre prochain. Alors, l'on craint que l'on sacrifie quand même, que l'on sacrifie les activités, les recommandations de la commission de réconciliation sur l'autel quand même de compromis politique, parce que aujourd'hui le président, selon les rumeurs qui courent dans le pays, le président envisagerait une alliance avec l'ancien parti au pouvoir, celui de Diamé, pour le soutenir, pour pouvoir remporter la présidentielle. Alors l'Association nationale des victimes craint cela et elle entend intensifier quand même la pression sur le gouvernement, car avant la commission de réconciliation, d'autres commissions ont été mises en place ici, comme la commission qui a enquêté sur les crimes économiques ou bien la commission de révision constitutionnelle. Toutes deux, on a vu leurs recommandations n'ont pas été appliquées à la lettre. Alors l'on craint cet effet domino avec la commission de réconciliation, même si elles ne sont pas les mêmes. Comme l'a indiqué Human Rights Watch, Yahya Jammeh, l'ancien président, doit être jugé. Il doit être présenté devant des tribunaux. D'après Human Rights Watch, qui a sorti un rapport récemment, qui a indiqué que, comme Hissène Habré, l'ancien président gambien, doit être jugé. Alors aujourd'hui, la commission s'attelle à rédiger durant les 2 prochains mois son rapport qui sera remis au chef de l'État, qui statuera sur les recommandations, c'est-à-dire les poursuites à faire contre des gens qui ont commis des atrocités, de meurtres dans le pays, ou bien des compensations, des indemnités, parce que la commission aussi est chargée de cette question, c'est réparer les victimes. Alors, c'est tout un pays qui retient son souffle. Après Fenêtre d'Afrique, place à présent à la rubrique hebdomadaire Réussir au Sénégal. Comme annoncé dans les titres, nous vous proposons aujourd'hui le portrait de Mame Yacine Ba. Elle est directrice d'école. Mame Yacine a choisi de mettre fin à une carrière d'assistante de direction pour se lancer dans l'entrepreneuriat, l'affaire de Mame Seynabou Baboufa. C'est une Sénégalaise qui a fait toutes ses études au Sénégal, dans les écoles publiques, ça, je dois dire jusqu'au bac. Je n'ai jamais été dans une école privée. Après ses études scolaires, toutes dans des écoles publiques, Mame Yacine Ba intègre une école de formation pour devenir par la suite assistante de direction. Après plus de 10 ans de service, elle abandonne son contrat à durée indéterminée pour se lancer à l'aveuglette dans son projet d'école. Un projet qu'elle a démarré sans financement ni prêt bancaire. C'est avec seulement 450 000 francs CFA qu'elle a débuté. Et j'ai eu à travailler pendant 10 ans comme secrétaire de direction d'ouvrir une école. Et je peux vous dire que j'ai mûri l'idée pendant des années. Pendant des années, et j'étais avec une collègue qui s'appelle Mme Baké, Mme Gay. Elle riait tellement de moi parce qu'elle me disait que tu es tellement affairée. Qu'est-ce que tu fais? Parce que j'étais tout le temps avec mon livre de projet. Je traînais avec et je parlais de ça constamment. Mais bon, finalement, Dieu a fait qu'en 2011, j'ai pu ouvrir cette école. Pour te dire que je n'avais que 450 000 francs en grosso modo. J'avais donné les 300 et quelques mille, il ne me restait plus rien. C'est quand j'ai vendu la montre de ma maman, la montre en or de ma maman, que j'ai pu commander tout ce qui suivait après. Et pour dire vrai, je n'avais aucune idée sur quoi je m'embarquais. Je n'avais aucune idée. Billahi wallahi. Avant chaque descente, elle fait le tour, de la crèche à l'élémentaire, en passant par le préscolaire pour regarder ses élèves.
Un goût prononcé pour le travail, amplifié par son parcours parsemé d'embûches. Aujourd'hui, les fruits tiennent la promesse des fleurs avec plus d'une vingtaine d'employés à sa charge. Débutant par le jardin, seulement après 5 ans d'existence, elle a réussi à monter une école du CI au CEM2. Dès la première année, en 2011, j'ai fait la mini-section, la petite, la moyenne et la grande section. J'avais 4 classes. À la fin de l'année, on avait fait des résultats vraiment et tout le monde était d'accord qu'on a travaillé cette année-là. Donc les parents m'ont poussé à continuer avec l'élémentaire, mais moi je me disais que je n'étais pas encore prête. Après 4 ans, en 2015, l'année 2015-2016, je me suis engagée. Je me suis dit que bon, on va faire l'élémentaire. Au préscolaire, je suis à 14 employés et à 15 employés au préscolaire. Et de l'autre côté aussi, 12 employés, ce qui fait au total 27. Au Sénégal, où de nombreux jeunes peinent à décrocher leur premier emploi, Mame Yacine montre la voie à suivre. Le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas se presser. Parce que les jeunes ont des projets. Hein. À chaque fois que tu essaies d'en parler avec eux, il te dit qu'il a un projet. Et quand il te parle de son projet, c'est des projets vraiment de bons projets, je dirais. Hein. Mais ils attendent beaucoup pour pouvoir commencer. Moi, je dis qu'il faut commencer avec le peu qu'on a et essayer d'atteindre le montant que l'on va avoir pour le grand projet. Parce que à chaque fois que tu fais un projet, tu vois que c'est des millions qui sont devant toi. Donc, à la longue, tu te décourages. Donc, essaye de commencer avec un petit projet et d'avancer petit à petit jusqu'à pouvoir faire le grand projet que tu as envie de faire. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. À seulement 42 ans, Mame Yacine Ba a fait de cette pensée de Pierre Corneille son leitmotiv. En tout cas, la fondatrice nourrit ses rêves les plus fous. Réussir au Sénégal, la rubrique que vous allez retrouver mardi prochain. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir choisi. Tout de suite, la suite de votre bloc d'information, la totale avec Cheikh Hassan Fall.